15 octobre 1987, 15 octobre 2019, cela fait 32 ans, jour pour jour, que le leader révolutionnaire burkinabé, l'ancien président Thomas Sankara, a été tué lors d'un coup d'État. À la veille de cet 32e anniversaire, un point de presse a été organisé. Mais selon Maître Benewende Sankara, un des avocats de la famille, le dossier est compliqué. Et en marge de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, le président du Faso a fait un point de la situation sécuritaire du pays, c'est en France devant les délégations burkinabées vivant à Lyon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jésus dans les quartiers périphériques, c'est le nom d'un festival organisé le week-end dernier dans 2 quartiers de la capitale burkinabé. Ce festival, organisé par l'association Yelson Benere, a été organisé en vue de permettre aux habitants de ce quartier de découvrir l'amour de Christ à travers des chants et des danses. Le reportage est de Moïse Kinda. Le festival Jésus dans les quartiers périphériques est une initiative de l'association Yelson Benere qui s'est tenue dans les quartiers de Zongo et de Yorguin ce samedi 12 octobre 2019. Après les festivals Jésus en prison, Jésus en situation de rue, voici le festival Jésus dans les quartiers périphériques, une initiative pour partager l'amour de Christ dans ces zones non loties. Le concept de festival, il y a toujours l'aspect festif dedans. Donc le Seigneur nous a mis à cœur d'apporter la musique de louange et d'adoration à son peuple dans les quartiers périphériques. Nous sommes des musiciens et notre rôle en tant que chanteur, c'est de révéler le royaume. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Donc la lumière doit luire. Voilà, donc nous sommes le peuple de Dieu et Dieu s'attend à ce que nous révélions le royaume dans notre génération. Voilà, c'est pour ça que ce festival est fait pour communier avec les populations, les frères et sœurs dans les quartiers périphériques, l'amour de Dieu et révéler le cœur de notre Père qui a un cœur de paix, qui a un cœur d'amour, de compassion et de miséricorde pour tout le monde. Un festival qui a vu la participation d'artistes musiciens de renommée tels que Ella Kinda, Albert Benewende Tiendrebego et bien d'autres artistes. À l'occasion, c'est le pasteur Daniel Ouedraogo qui a présenté l'amour de Christ à ces festivaliers dont beaucoup ont donné leur vie au Seigneur. Et le message que nous voulons, c'est quoi? Nous sommes des personnes, nous ne sommes pas des pasteurs, nous sommes des personnes laïques. Et nous savons que dans des églises, il y a des laïcs qui sont là. Et certains n'ont pas compris la mission. Ça veut dire, beaucoup croient qu'il suffit de s'occuper de sa famille, de bien s'occuper de sa famille. Oui, d'autres pensent qu'il faut investir dans l'église. Tout ça c'est bien, tout ça c'est juste. Mais Dieu s'attend à ce que nous puissions nous lever pour révéler le royaume dans notre génération. Donc j'appelle les gens qui sont des personnes comme moi, qui ne sont pas des pasteurs, à pouvoir contribuer. Nous faisons cette œuvre. C'est nous-mêmes qui cotisons pour faire cette activité. Alors que dans nos églises, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont un boulot, qui ont un emploi et qui peuvent aussi mettre la main dans la poche pour pouvoir soutenir de telles œuvres ou s'engager eux-mêmes. Voilà. L'association Yelson Benere, à l'occasion de ce festival, a vu la participation effective des églises environnantes, mais aussi d'autres personnes qui les ont apporté des soutiens inestimables pour la réussite de cette activité.
Au Burkina Faso, la présence de forces militaires étrangères soulève beaucoup d'interrogations. La société civile burkinabé, à l'occasion de leur 4e journée anti-impérialiste tenue les 11 et 12 octobre dernier, a tenu à revenir sur ces questions qui divisent. Impérialisme et terrorisme en Afrique, causes et perspectives pour les peuples en lutte pour leur libération nationale et sociale. C'est sous ce thème que se sont déroulées les activités des 4e journées anti-impérialistes tenues à Ouagadougou les 11 et 12 octobre 2019. Un meeting tenu dans la matinée du samedi à la Bourse du Travail a servi de cadre d'interpellation des populations africaines à la lutte pour la souveraineté. Les masques sont tombés. Et il nous appartient de nous mobiliser et de nous battre pour exiger le départ des bases militaires étrangères de nos pays. Ces bases militaires sont la perpétuation des politiques impérialistes de domination et de soumission de nos peuples. L'édition 2019 de ces journées se tient dans un contexte marqué par l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest notamment. Si la situation nécessite une claire compréhension des enjeux véritables du moment, il s'agit aussi pour les organisateurs de rejeter à travers cette manifestation toute forme de soutien militaire étranger à même de conduire à la négation de l'indépendance du continent. Nous sommes conscients que les peuples ne peuvent pas vaincre la domination à la fois impérialiste et le terrorisme sans des soutiens. Mais ces soutiens-là ne passent pas nécessairement par la présence de forces armées sur nos territoires. Pour rappel, les journées anti-impérialistes se veulent être un cadre de réflexion et d'élévation des connaissances politiques et idéologiques au profit des jeunes du Burkina et d'ailleurs. Aux côtés des organisateurs burkinabés, des délégations venues d'Afrique et d'Europe ont livré des messages de soutien dans lesquels elles ont appelé les Africains à se soustraire du poids colonialiste. En marge de la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, tenue en France à Lyon du 9 au 11 octobre dernier, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a rencontré les délégations burkinabées vivant à Lyon. Devant ses compatriotes, le président du Faso a fait le point de la situation du pays et recueillir des préoccupations. Compte rendu de Théodore Yamiogo. Face au Burkinabé de Lyon, le président du Faso expose la situation actuelle au Burkina Faso. La situation sécuritaire, les déplacés, les grèves incessantes ainsi que le vote des Burkinabés de l'étranger ont été au cœur des échanges entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et ses invités. En retour, les Burkinabés de Lyon ont rapporté au président leurs préoccupations liées notamment au manque de consuls dans la ville depuis 3 ans. Par rapport aux préoccupations d'ordre général donc, qui concernent la situation sécuritaire au pays, on est à la fois inquiet de ce qui se passe sur le terrain, mais rassuré de ce que vient de dire le chef de l'État, puisque tous les moyens sont mis en œuvre ou seront mis en œuvre pour venir à bout de ce terrorisme-là. Sur ce point-là, nous faisons confiance au gouvernement, nous faisons confiance aux forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire et des populations. Et puis, pour ce qui nous concerne de façon particulière ici à Lyon, comme vous l'avez entendu de la voix de notre doyen, depuis 3 ans bientôt, on n'a pas de consul. On avait un consul honoraire qui est décédé en janvier 2017 et donc le président nous a promis que très prochainement on aura un nouveau consul. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau de Lyon, l'ancien consul honoraire délivrait quand même une moyenne de 4000 visas. Il y a beaucoup d'associations qui vont sur le Burkina Faso, beaucoup de personnes qui vont au Burkina pour le tourisme, qui aujourd'hui sont obligées d'aller soit à Marseille, c'est-à-dire à plus de 400 km d'ici, ou à Paris à plus de 500 km pour le visa. Et pour nous-mêmes, pour les cartes consulaires, pour certains documents administratifs, c'est compliqué. Il faut qu'on aille à Paris, à Marseille ou à Genève. Donc là, de ce point de vue-là, la communauté est satisfaite de cette rencontre-là. La problématique de l'entrepreneuriat au Burkina et le chômage des jeunes ont également fait l'objet d'échanges. C'est une réponse qui laisse à voir en fait les futures orientations, mais comme je le disais tout à l'heure, on attend de voir ce que ça va donner
parce qu'ici, bon, on perçoit mal en fait la stratégie à ce niveau. Donc est-ce que comme dans les pays en développement, on parlait de nos voisins du Ghana, est-ce qu'il y a une réelle volonté ou stratégie politique à destination des compétences de la diaspora qui peuvent être utiles au pays, d'autant plus que certains ont bénéficié de fonds publics. Donc il serait normal que l'État s'intéresse à eux aussi dans sa stratégie de développement. Donc la réponse du président du Faso nous laisse en tout cas espérer une suite favorable, puisqu'il disait que il a instruit, on va dire, les responsables à ce qu'ils prennent exemple sur le Ghana pour voir comment ce pays se débrouille sur cette question, pour voir comment on peut faire ça au Burkina. Donc globalement, on attend de voir. Voilà. Environ 500 Burkinabés vivent dans la ville de Lyon et tous témoignent leur joie d'avoir communié avec le chef de l'État. Leur souhait, selon le président de l'association des Burkinabés de Lyon, est que Mère Patrie retrouve sa paix et sa tranquillité d'antan. Thomas Sankara, ancien président du Faso, le père de la révolution burkinabé, tué lors du coup d'État d'octobre 1987. Thomas Sankara a été tué à 37 ans lors du coup d'État qui porta au pouvoir son compagnon d'armes Blaise Compaoré. À la veille du 32e anniversaire de sa mort, un point de presse a été organisé en sa mémoire. Point où Maître Prosper Farama, l'un des avocats de la famille du président Sankara, déclare, je cite, « On espère voir l'extradition de Blaise Compaoré. Quant à Maître Stanislas Sankara, un autre avocat de la famille qui se confiait sur Jeune Afrique, le dossier est compliqué. » Figure de probité, de patriotisme et d'honnêteté, Thomas Sankara, qui est devenu incontestablement après sa mort une figure panafricaine, de par ses idéologies et ses combats, demeure un héros dans la conscience populaire. Le plus important, je crois, dit-il, c'est d'avoir amené le peuple à avoir confiance en lui-même, à comprendre que finalement, il peut s'asseoir et écrire son développement. Il peut s'asseoir et écrire son bonheur. Il peut dire ce qu'il désire et en même temps sentir quel est le prix à payer pour ce bonheur. Fin de citation. Si aujourd'hui beaucoup se réclament d'une idéologie sankariste, force est de constater que très peu s'approprient de ses valeurs et par conséquent sont prêts à vivre comme lui, il a vécu. C'est désormais officiel en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, l'ancien chef rebelle et ex-président de l'Assemblée nationale, annonce officiellement qu'il est candidat pour la présidentielle de 2020. Alors qu'aucun autre challenger au poste de président de la République ne s'est encore prononcé, cette information s'annonce cruciale selon les analystes de la politique en Côte d'Ivoire. Fin du suspense en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2020. C'est ce qu'il a annoncé ce samedi lors d'un meeting avec ses sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne. Il y a des partis pro-Soro qui m'ont choisi comme candidat, alors oui, je serai candidat, a déclaré l'ex-rebelle et ex-premier ministre, alors qu'aucun des autres principaux challengers au poste de président de la République n'a encore officiellement annoncé sa candidature. La déclaration de Guillaume Soro intervient après le flou jeté par le président Ouattara sur une possible candidature en 2020 pour un troisième mandat. Ancien proche d'Alassane Ouattara, Guillaume Soro avait lancé un mouvement politique plus tôt cette année après des tensions avec le pouvoir en place qui l'ont conduit à démissionner de son poste de président de l'Assemblée nationale. Organiser le système de santé publique à travers un système de géolocalisation des actions de santé, c'est le pari lancé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Afrique, le processus de sa mise en œuvre a été entamé grâce au système d'information géographique SIG. Plus de détails dans ce dossier. La géolocalisation de toutes les actions de santé publique gagne du terrain en Afrique grâce au système d'information géographique SIG, un ensemble de composants logiciels et matériels qui collectent, stockent, analysent et présentent les activités sanitaires sous forme de cartes.
Après avoir partagé leurs expériences, 150 délégués ou experts de 43 pays membres du bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique ont discuté des défis de la mise en œuvre du SIG, qui est largement utilisé en particulier pour localiser les cas de paralysie flasque aiguë afin d'éradiquer la polio de la surface du continent. De la collecte des données aux opérations de vaccination en passant par la gestion des personnels de santé sur le terrain, le SIG offre beaucoup d'avantages. Dans le domaine de la santé, nous nous sommes rendus compte que les innovations en informatique et de la nouvelle technologie avaient à apporter beaucoup de choses. Ce fut le cas dans certains pays pilotes tels que le Nigeria, le Tchad, la Corne de l'Afrique. Donc nous voulons étendre cette expérience à tous les pays. Donc afin que les pays africains puissent avoir des outils numériques afin de produire des données pour chaque pays. Dans le cas de la surveillance environnementale et dans le domaine de la santé, l'apport du GIS va nous permettre d'avoir d'abord une plateforme numérique. Deuxièmement, toutes les données seront cartographiées. Le paludisme et la poliomyélite sont les principaux domaines où cette technologie a été utilisée dans certaines parties du continent. Nous avons commencé avec la polio parce que, en termes de santé, le programme polio est le programme phare. Donc, selon les critères définis, ainsi que les budgets que nous avons. Les pays africains ont été invités à élaborer un programme pour 2020-2021 qui sera soutenu financièrement par quelques partenaires dont la Fondation Bill et Melinda Gates et techniquement par l'OMS. Les efforts consistent à réduire la mortalité et la morbidité sur le continent. Chaque année, des dizaines de milliers d'incendies ravagent la plus grande forêt tropicale du monde. Depuis plusieurs semaines, la forêt amazonienne est dévorée par des flammes particulièrement virulentes et incontrôlables qui s'étendent à des millions de kilomètres carrés. À la question de savoir pourquoi ce phénomène récurrent et persistant, surtout dans un contexte de dérèglement climatique, des éléments d'explication dans ce dossier. Chaque année, à la fin de la saison des pluies, des incendies ont lieu sur le territoire brésilien. Mais cette fois, c'est différent, plus grand, plus inquiétant. Plus de 75 000 feux de forêt au Brésil depuis janvier 2019. C'est 84% plus que l'an dernier. La forêt amazonienne brûle. Mais pourquoi est-ce que c'est si grave ? Pour comprendre cette catastrophe, il faut en revenir au contexte brésilien. Avec sa politique qui fragilise la préservation de ces territoires protégés, le président Jair Bolsonaro favorise la déforestation, car déforestation et feux de forêt sont étroitement liés. Pourquoi ? Parce que mettre le feu est une méthode répandue pour défricher des territoires, ouvrir des voies, puis pour nettoyer des zones déjà déforestées, créer de la cendre et fertiliser la terre. En plus de ça, il y a les incendies spontanés qui se déclenchent tout seuls. Ceux-là sont symptomatiques d'un autre phénomène, le réchauffement climatique, qui assèche la forêt amazonienne. Nombreux et violents, ces incendies dans la forêt amazonienne ont deux conséquences majeures. Le premier, c'est celui du dérèglement des pluies. S'il pleut en Amazonie, c'est notamment parce que la forêt transpire. Elle récupère l'eau de pluie, lui permet de s'évaporer et de créer des nuages qui vont à nouveau se transformer en pluie. Donc moins il y a d'arbres, moins il y a de pluie. On y est maintenant. D'ores et déjà, on peut considérer qu'on est dans le point critique de déforestation de l'Amazonie. Jusqu'à présent, on pensait que le seuil critique au-delà duquel la forêt amazonienne perdrait ses capacités de régulation se tournait autour de 40%. Bon, maintenant, on oubliait totalement l'influence du changement climatique. Et actuellement, tout s'accélère. Et on s'aperçoit que ce point critique tourne autour des 20%. L'autre problème, c'est celui des gaz à effet de serre. La forêt amazonienne est un immense stock de carbone. Et quand les arbres brûlent, le dioxyde de carbone qu'ils contiennent s'échappe et file droit dans l'atmosphère, contribuant au réchauffement climatique. Encore un cercle vicieux. Et ça, c'est sans compter ces nuages noirs et toxiques qui menacent la santé des populations voisines. Alors, comment freiner, voire inverser la situation ? Bien sûr, ces incendies sont une raison pour faire un procès au président Jair Bolsonaro, mais je pense vraiment qu'il faut balayer devant nos portes et voir aussi quelle est la responsabilité du monde industriel dans ce dérèglement climatique.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Rendez-vous est donné demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous.